Et si ce que vous croyez savoir sur l'économie était complètement faux? Avant de dire qu'il s'agit de pessimisme, je vous invite à écouter avec un esprit ouvert. Ce que je vais dire n'a pas pour but de vous alarmer sans raison, mais je n'ai pas non plus l'intention d'adoucir la vérité. Si ce que vous allez entendre vous met mal à l'aise, souvenez-vous, ne tuez pas le messager. Mon objectif aujourd'hui est de vous décrire, avec toute l'honnêteté dont je suis capable, la réalité du système économique américain qui porte un nom, le capitalisme. Et pour vous donner un avant-goût du chemin que nous allons parcourir, nous sommes face à un système en crise profonde, peut-être la plus grave depuis sa création. Je vous parle avec l'expérience de quelqu'un qui observe ce système depuis des décennies. Mes cheveux gris en sont la preuve irréfutable, et jamais je n'aurais imaginé être témoin de ce qui se passe aujourd'hui. Si vous avez un jour eu le sentiment que quelque chose cloche, que le système ne fonctionne plus comme avant, sachez que vous n'êtes pas seul. Je me permets de penser que beaucoup d'entre vous partagent ce même sentiment d'incrédulité, à moins d'être prisonnier de ce que mon épouse, thérapeute de profession, appelle le mécanisme du déni. Non, je ne parle pas d'un fleuve célèbre d'Afrique. Je parle de cette incapacité psychologique à accepter une vérité douloureuse, parce que l'accepter signifierait devoir affronter la peur. C'est comme lorsqu'un petit enfant se couvre les yeux face à quelque chose qui l'effraie, en pensant que si lui ne voit pas la chose, alors celle-ci ne peut pas non plus le voir. Ainsi, beaucoup préfèrent détourner le regard de ce qui se passe autour de nous, comme si cela suffisait à faire disparaître la réalité. Mais fermer les yeux n'est plus une option. Et ce qui est encore plus troublant, c'est que ce déni collectif ne touche pas uniquement les gens ordinaires. Nos dirigeants politiques, culturels et économiques, à quelques exceptions près, partagent cette même résistance à voir l'évidence. C'est pourquoi ce que je veux faire aujourd'hui, c'est éclater cette bulle de déni et essayer de vous montrer, avec la plus grande clarté possible, ce qui se passe réellement. Je ne prétends pas détenir la vérité absolue, ni être infaillible, mais ce que vous allez entendre est le fruit d'une vie entière d'observation, d'études et de réflexion sur le capitalisme américain. Ce n'est pas une théorie, c'est ce qui est en train de se passer. Je suis né à Youngstown, dans l'Ohio, et j'ai vécu toute ma vie dans ce pays. J'y ai travaillé, enseigné et réfléchi. Et jamais, je le répète, jamais je n'ai vu une situation comme celle que nous affrontons aujourd'hui. Pour que vous puissiez comprendre le contexte, permettez-moi d'introduire une idée générale. L'histoire de l'humanité est, en grande partie, l'histoire de l'ascension et de la chute des empires. Avec quelques pauses, certes, mais en essence, c'est une séquence. Des empires grecs, romains, perses, égyptiens, chinois et tant d'autres, tous partagent un schéma commun. Ils naissent, en général, de l'effondrement d'un empire précédent. Ils se développent, se transforment au fil des décennies ou des siècles, et puis déclinent et disparaissent. Qu'est-ce qui nous fait croire que le nôtre sera différent? Le plus récent de ces empires, et probablement le mieux documenté, fut l'Empire britannique. Selon les critères, on peut situer son existence entre le 16e siècle et la fin du 19e siècle, soit 3 ou 4 siècles de domination mondiale. De sa dissolution a émergé un nouveau pouvoir dominant, et une partie clé de cette histoire s'est déroulée sur ce même territoire. Au 18e siècle, alors que le pouvoir britannique s'étendait, une petite région apparemment peu importante de l'Empire, les colonies américaines, commença à montrer des signes de rébellion. Mais le gouvernement britannique, obstiné, refusa de voir l'évidence. Et ce déni devint insoutenable en 1776, lorsque les colonies proclamèrent leur indépendance, provoquant une guerre que les Britanniques, malgré toute leur puissance impériale, perdirent. Pour aggraver leur défaite, ils essayèrent à nouveau en 1812 et échouèrent une seconde fois. L'histoire ne pardonne pas ceux qui ignorent l'attaquant les signes. À partir de là, l'Empire britannique commença à se désagréger, un processus qui culmina définitivement après la Première Guerre mondiale. Dans ce vide de pouvoir apparut l'Empire américain et avec lui le développement du capitalisme nord-américain. Au 19e siècle, ce système économique parvint à résoudre des contradictions internes profondes qui le limitaient. La plus évidente,
la coexistence absurde entre un Nord et un Midwest industrialisé et un Sud esclavagiste fondé sur l'exploitation humaine. Cette tension fut résolue par la destruction délibérée de l'esclavage, menée par les secteurs capitalistes dominants. Rappelons que la guerre de sécession fut, en réalité, une expropriation sans compensation de la principale source de richesse du Sud, les êtres humains réduits en esclavage. Libérer les esclaves signifiait appauvrir le maître blanc, et cela brisa de manière violente l'un des piliers de la propriété privée de l'époque. Pouvez-vous imaginer quelque chose de semblable aujourd'hui? Une fois son principal obstacle éliminé, le capitalisme a pris son envol. À partir de 1870, s'est ouverte une période d'un siècle de croissance continue. Ce qui est le plus étonnant, si l'on analyse les données, même si elles sont primitives pour les premières années, c'est que l'économie américaine n'a cessé de croître pendant cette période, des années 1870 jusqu'aux années 1970. Chaque décennie, les salaires réels des travailleurs dépassaient ceux de la précédente. Et même pendant la Grande Dépression, les profits des entreprises continuaient à augmenter encore plus rapidement. Il s'est ainsi créé un paradoxe inhabituel dans le monde, un capitalisme où les travailleurs gagnaient plus chaque décennie et où les entreprises accumulaient des profits sans interruption. Un système qui a réussi, pendant une longue période, à augmenter à la fois les profits des employeurs et les revenus de la majorité des travailleurs. Bien sûr, avec une réserve essentielle, les travailleurs qui n'étaient pas blancs n'ont pas pleinement bénéficié de cette ascension. Cela doit être parfaitement clair. Pourquoi est-ce important? Parce que lorsqu'un pays connaît un siècle d'expansion économique sous un modèle capitaliste, il n'est pas étonnant que ses citoyens en viennent à penser que leur nation est unique au monde. Et, à bien des égards, elle l'a été. Si tu es croyant, tu pourrais supposer que Dieu favorise les Américains plus que le reste de l'humanité. Si tu ne l'es pas, tu attribueras peut-être cela à une notion vague, comme l'innovation ou l'éthique du travail, des expressions que nous entendions constamment à l'école, sans jamais vraiment comprendre ce qu'elles voulaient poire. Mais la vérité, c'est que les États-Unis ont bel et bien connu une période exceptionnelle et leur population, quelle que soit son orientation politique ou sa classe sociale, a profondément intégré l'idée de vivre dans un pays hors du commun. À partir de là, cette conviction est devenue une sorte de foi nationale. Ils ont commencé à imaginer que cette singularité n'était pas le fruit de circonstances historiques, mais quelque chose d'essentiel, d'inné, de permanent, que le progrès était inévitable, que la marche en avant serait éternelle. L'économie se développerait sans fin et avec elle, la culture américaine se diffuserait dans le monde entier comme modèle universel. Notre système politique serait l'exemple à suivre. Notre puissance militaire repousserait ou soumettrait ceux qui résistent. Tout cela s'est transformé, et je n'emploie pas ce mot à la légère, en une forme de délire collectif. Et bien sûr, lorsque des signes clairs ont commencé à indiquer que cet empire moderne, celui des États-Unis, après un siècle d'ascension, commençait à montrer des signes d'essoufflement, de fatigue, voire de déclin, il n'est pas surprenant que les dirigeants du pays aient refusé d'accepter cette réalité. Ils ne voyaient pas, ou ne voulaient pas voir, ce qui s'effondrait sous leurs yeux. Ces derniers jours, la société américaine a été une nouvelle fois confrontée à la violence quotidienne exercée par les forces de l'ordre contre la population. Et encore une fois, certains cherchent à blâmer un agent en particulier, refusant de voir que ce n'est pas un incident isolé, mais une manifestation structurelle persistante et de plus en plus grave. Nous faisons face au même schéma, à la même cécité volontaire. Alors, qu'est-ce qu'on refuse exactement de voir? Abordons la question parce que je connais le mieux. L'économie, c'est le domaine auquel j'ai consacré ma vie entière. Et si je peux être utile, c'est en partageant ce savoir. Au cours des 40 dernières années, environ de 1980 à aujourd'hui, nous avons été témoins d'un phénomène reconnu par tous les économistes, quelle que soit leur orientation politique. Nous utilisons les mêmes données, et même si nos interprétations varient un peu, nous arrivons à la même conclusion. Il y a eu un transfert massif de richesses, des classes populaires et moyennes vers les élites économiques,
Et plus on monte dans l'échelle, plus ce phénomène devient visible. Les 10% les plus riches se sont considérablement enrichis, les 5% encore plus. Le 1% supérieur a connu des hausses extraordinaires. Et les 0,1% les plus privilégiés ont atteint des niveaux de richesse inimaginables. Et tu les connais, pas parce que tu les as choisis, mais parce que la culture dominante s'assure qu'ils soient omniprésents. Je parle de personnalités comme Bill Gates, Elon Musk, Warren Buffett et bien d'autres. On les voit partout parce que le système veut que nous les admirions, que nous les imitions, que nous les acceptions comme modèles. Ils se sont enrichis de manière exponentielle. Et tout au long de ces décennies, les 10% les plus riches ont continué à accumuler de plus en plus. Cela ne s'est pas produit par hasard. Une des clés de ce processus a été la réécriture des politiques fiscales du pays. Les impôts sur les grandes entreprises et les plus riches ont été réduits et la charge fiscale a été transférée vers les classes moyennes et populaires. Et cela n'a pas été le fait d'un seul parti politique. Républicains comme démocrates y ont contribué, peu importait qui occupait la Maison-Blanche ou qui contrôlait le Congrès. Les démocrates ont été plus progressifs dans leur approche, les républicains plus agressifs. Mais la direction du changement a été la même. Encore plus grave a été ce qui s'est produit dans la relation entre le capital et le travail, c'est-à-dire entre les détenteurs de capitaux et les salariés. Pendant un siècle complet, de la décennie 1870 à celle de 1970, les salaires réels ont augmenté de façon constante. Et pourquoi est-ce que je marque 1970 comme un tournant? Parce que c'est à ce moment-là que les salaires réels ont cessé de progresser. Un changement historique que peu de gens veulent reconnaître. Et qu'est-ce qu'un salaire réel? C'est le pouvoir d'achat réel que tu possèdes. Autrement dit, ce que tu peux effectivement acheter avec ton revenu, une fois ajusté au coût de la vie. Si ton salaire augmente de 10%, mais que les prix augmentent aussi de 10%, ta situation économique réelle n'a pas changé. Si le coût de la vie augmente de 10% et que ton salaire augmente lui aussi de 10%, en réalité, tu n'as fait aucun progrès. Ta situation ne s'est pas améliorée, car les prix ont suivi exactement le même rythme que tes revenus. C'est un principe fondamental en économie. C'est pourquoi les spécialistes ne s'intéressent pas au montant que tu gagnes en termes nominaux, mais à ce que l'on appelle le salaire réel, c'est-à-dire la valeur réelle de ton salaire en fonction de ce qu'il te permet d'acheter. Vêtements, nourriture, logement, santé, éducation, loisirs, transport. Voilà ce qui détermine ton véritable pouvoir d'achat. Et pendant une période très longue de l'histoire des États-Unis, de la décennie 1870 jusqu'aux années 1970, les salaires réels ont augmenté de manière continue. Cela signifie que les salaires progressaient plus vite que les prix et que les travailleurs pouvaient ainsi accéder à davantage de biens et de services au fil du temps. Mais cette dynamique s'est interrompue dans les années 1970 et elle ne s'est jamais rétablie depuis. En termes réels, le travailleur américain moyen gagne aujourd'hui autant qu'il gagnait il y a plus de 40 ans. Oui, depuis 1978, les revenus réels sont pratiquement restés figés. Réfléchis bien, zéro croissance du pouvoir d'achat en plus de 40 ans, dans un pays qui, pendant un siècle entier, avait été habitué à des hausses salariales constantes. Ce fut un bouleversement majeur, un choc économique et social. Et comment ce changement radical a-t-il été géré? Par le déni. Il n'y a pas eu de débat national. Aucune analyse publique des causes, aucune discussion sur les réponses possibles, ni à l'époque, ni par la suite. Le plus proche d'une réflexion collective a été des formules vagues comme « Il semble que la classe moyenne est en train de disparaître », comme s'il s'agissait d'un phénomène mystérieux, le résultat du hasard, du climat ou de forces incontrôlables. Mais une évaluation sérieuse, structurelle de ce qui se produisait réellement n'est jamais venue. Pourtant, il y a bien eu des conséquences, et elles ont été profondes. La plus significative du point de vue social fut celle-ci. Des millions de femmes ont quitté le foyer familial et sont entrées massivement dans le monde du travail rémunéré.
Jusque-là, cela concernait principalement les femmes noires, latines et les plus pauvres parmi les femmes blanches qui travaillaient par nécessité. Mais à partir de ce moment-là, toutes les femmes, mères, épouses, femmes au foyer, ont dû chercher un emploi extérieur, car il n'y avait tout simplement plus d'autres moyens de maintenir le niveau de vie auquel beaucoup de familles s'étaient habituées. Le fameux rêve américain ne pouvait plus être soutenu par un seul salaire. Et ce ne fut pas la seule conséquence importante. Une autre suivit rapidement. Les familles commencèrent à s'endetter. Avec des salaires stagnants et les femmes déjà mobilisées sur le marché du travail, la seule manière de maintenir un certain niveau de consommation était de recourir au crédit. Dans les années 1970, les banques américaines changèrent de cap. Elles décidèrent qu'il était temps de prêter de l'argent aux consommateurs ordinaires, ce qui jusque-là était réservé à l'élite. C'est ainsi que la carte de crédit est devenue un objet de tous les jours. Avant, elle était réservée aux entrepreneurs et aux riches. Désormais, tout le monde avait une carte dans son portefeuille. Le crédit devint une partie intégrante de la vie quotidienne. Les gens commencèrent à financer non seulement des achats importants, mais aussi leurs dépenses de tous les jours. Et depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui, la classe ouvrière a accumulé de plus en plus de dettes. Les États-Unis se sont transformés en une société lourdement endettée, dans laquelle la croissance de la consommation n'est plus alimentée par les salaires, mais repose sur les revenus supplémentaires apportés par les femmes et sur l'endettement des ménages. Nous n'étions plus des pionniers explorant de nouvelles terres, mais des consommateurs surendettés, remplissant nos portefeuilles de cartes bancaires. Les cartes devinrent les nouveaux outils de la survie quotidienne. En résumé, la consommation des dernières décennies a été artificiellement soutenue, non par une amélioration des revenus, mais par une double pression, le travail supplémentaire des femmes et le recours massif au crédit. En conséquence, la famille américaine est devenue une institution beaucoup plus fragile et complexe, chargée de tensions, de stress économique et de nouvelles formes d'inégalités internes. Les États-Unis occupent la première place mondiale en matière de taux de divorce. La pression exercée sur les familles américaines a atteint des niveaux insoutenables, difficilement imaginables dans d'autres pays développés. Les femmes américaines consomment plus de médicaments psychiatriques que n'importe quel autre groupe humain sur la planète. Est-ce par faiblesse ou par dépendance? Non. C'est parce qu'on leur impose un fardeau émotionnel et économique écrasant, qui a fini par éroder les liens familiaux les plus fondamentaux. Pendant des décennies, dans de nombreux foyers, les mères ont été le pilier affectif du cercle familial. Aujourd'hui, après des journées de travail longues et épuisantes, elles rentrent à la maison aussi exténuées que leurs conjoints. Le résultat, un tissu familial en pleine désintégration. Face à cette crise, quelle a été la réponse? Il n'y a pas eu de réforme structurelle. La réponse a été l'endettement. La classe ouvrière américaine s'est endettée comme jamais auparavant. Tout a commencé avec l'accès à la propriété. Avant les années 1930, les travailleurs n'avaient pas accès aux crédits immobiliers. C'est pendant la Grande Dépression que l'État a décidé de garantir ses prêts, afin que les banques puissent les accorder sans risquer de perdre leur argent. Sans cette intervention publique, le rêve américain d'une société de propriétaires n'aurait jamais vu le jour. Le secteur privé, trop avide et trop frileux, n'aurait jamais pris un tel risque par lui-même. Puis est venue l'automobile, autre symbole du progrès, qui, elle aussi, a dû être financée à crédit. Ensuite sont arrivées les cartes de crédit, une innovation qui a permis aux ménages de couvrir aussi bien les besoins essentiels que les dépenses superflues. Et au cours des 20 dernières années, un nouveau type d'endettement s'est installé, les prêts étudiants. Des millions de jeunes adultes ont entamé leur vie active, pris au piège de dettes contractées pour leurs études. Aujourd'hui, de nombreuses familles peinent à survivre économiquement. La dette, censée les maintenir à flot, s'est transformée en fardeau de plomb. Les salaires réels, c'est-à-dire ajustés à l'inflation, n'ont pratiquement pas augmenté depuis plus de 40 ans. Pendant ce temps, l'endettement des ménages n'a cessé de croître. Il n'est pas nécessaire d'être docteur en économie pour comprendre que si les revenus stagnent, il est impossible de continuer à s'endetter indéfiniment. Le système a fini par s'effondrer.
Et cet effondrement porte un nom, la crise financière de 2008. C'est à ce moment-là que les fissures du modèle économique américain sont devenues visibles, brutales, indéniables. Les failles de l'Empire ont été exposées au grand jour. Nous vivons dans un modèle économique qui alimente et renforce les inégalités. Depuis 40 ans, la productivité des travailleurs, portée par la technologie, l'automatisation, l'informatique, n'a cessé d'augmenter. Mais les salaires, eux, sont restés inchangés. Autrement dit, les travailleurs produisent davantage, mais ne gagnent pas plus. Si un salarié offre toujours plus de valeur à son employeur, mais que sa rémunération reste figée, qu'en résulte-t-il? Une concentration extrême des richesses. Toute la valeur créée est captée par une infime minorité. Une élite économique qui ne représente même pas 3% de la population s'est accaparée les fruits du progrès. Et même au cœur d'une pandémie mondiale, cette inégalité n'a pas reculé. Elle s'est accentuée. Et que s'est-il passé pour la classe ouvrière après qu'on lui a tout enlevé pendant 4 décennies? Après avoir détruit ses structures familiales, son rôle dans la société, ses économies, ses espoirs d'ascension, elle a été frappée de nouveau. D'abord par la pandémie de COVID-19, puis par une inflation galopante qui a fait grimper le coût de la vie, et enfin par des hausses de taux d'intérêt qui ont rendu le crédit encore plus coûteux. Cela vous semble alarmant, c'est parce que ça l'est. Et ce n'est pas la première fois qu'un tel scénario se produit dans l'histoire. Il existe un précédent historique révélateur. L'Allemagne. À la fin du 19e siècle, alors que l'Empire britannique déclinait, 2 nations se disputaient la succession comme puissance mondiale, les États-Unis et l'Allemagne. Mais après la Première Guerre mondiale, l'Allemagne fut vaincue. La Grande-Bretagne et ses alliés l'écartèrent du jeu géopolitique, démantelèrent son empire, confisquèrent ses colonies et lui imposèrent des réparations de guerre exorbitantes qu'elle ne pouvait pas payer. La classe ouvrière allemande, qui avait été formée dans l'idée qu'elle participait à la construction d'un empire moderne, le Deutsche Reich, présent dans des territoires d'Asie et d'Afrique, vit tous ses espoirs anéantis. La défaite subie entre 1914 et 1918 fut un choc immense, et ce n'était que le début. Entre 1922 et 1923, l'Allemagne fut frappée par une hyperinflation sans précédent dans le monde occidental moderne. En l'espace de 9 mois, le mark passa de 6 unités pour $1 à 4 000 milliards de marks pour un seul dollar. Les prix doublèrent parfois en quelques jours, voire en quelques heures. Des familles qui avaient épargné pendant des générations découvrirent que leurs économies ne suffisaient plus à acheter même une petite motte de beurre. Et 5 ans plus tard, en 1929, la Grande Dépression frappa à son tour l'Allemagne. Ce fut un enchaînement de chocs économiques, trop violents pour être surmontés. On ne peut pas soumettre une classe ouvrière, pas même la classe ouvrière allemande, qui fut la mieux formée, la plus productive et la plus avancée de toute l'Europe, sans qu'il y ait des conséquences. En 1932, les Allemands, épuisés par tout ce qu'ils avaient vécu, se tournèrent vers un petit Autrichien à la moustache noire, Adolf Hitler. Et vous connaissez la suite. Aujourd'hui, nous répétons ce même triste schéma. Le déni, le manque de transparence envers la population sur les fondements de leurs croyances, le silence sur la disparition de ses bases, l'ignorance des fissures et le refus d'affronter ce que cela signifie quand un empire cesse de monter pour commencer à descendre. Nous sommes dans une situation grave. Depuis 50 ans, nous avons énormément bénéficié de l'existence d'une monnaie globale, une monnaie universelle. Cette monnaie, c'est le dollar américain. Il est considéré aussi solide que l'or, car il fonctionne pratiquement comme l'or. Cependant, le conflit en Ukraine accélère la chute de cette hégémonie. La Chine, la Russie, ainsi que l'Arabie saoudite, l'Iran, le Venezuela et plusieurs autres pays adoptent une monnaie alternative pour leurs transactions internationales. Il ne devrait pas être très surprenant de savoir quelle monnaie il s'agit. C'est la monnaie de la République populaire de Chine. La Chine montre tous les signes d'un empire en pleine ascension, tandis qu'ici, on observe les symptômes évidents d'un empire en déclin. Cette réalité peut vous déranger ou vous déplaire, c'est votre affaire, mais la nier ne la fera pas disparaître.
laissez-moi vous donner quelques chiffres. Je suis économiste et l'un des outils que nous utilisons est d'évaluer la taille d'une économie pour mesurer son pouvoir économique relatif. L'indicateur que nous utilisons, simple bien qu'imparfait, s'appelle le PIB, Produit intérieur brut. Il mesure la valeur totale des biens et services produits dans un pays sur une année civile. Il est calculé pour tous les pays, ce qui nous donne une idée de leur taille relative. Comparons maintenant 3 pays, la Russie, la Chine et les États-Unis, afin de comprendre leur richesse, leur puissance économique et leur influence globale. Si vous ne le saviez pas, réfléchissez à ce que cela signifie. Le PIB récent de la Russie est d'environ 1,5 billion de dollars. Le PIB des États-Unis l'année dernière était de 21 billions. Vous comprenez? La Russie n'a jamais été, et n'est pas aujourd'hui, un véritable concurrent économique des États-Unis. Elle ne l'a jamais été, ni même approché. Elle peut avoir des armes nucléaires ou une influence politique, mais comme puissance économique, non. Seules les personnes qui ignorent totalement la simple statistique que je viens de citer pourraient croire le contraire. Savez-vous qui a une économie plus grande que la Russie? L'Italie. Les États-Unis sont alliés avec le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, l'Italie et plusieurs autres pays contre la Russie. En additionnant leurs économies, ils atteignent environ 30 à 35 milliards contre 1,5 de la Russie. De quel type de conflit économique parle-t-on? C'est une lutte inégale, un combat entre David et Goliath, et il est probable que cela vous surprendra de savoir quel rôle chacun joue. Réfléchissez-y. Maintenant, la Chine. Quel est son PIB? Environ 17,5 billions de dollars. Là, c'est un véritable concurrent. Ce n'est pas la Russie, mais bien la Chine. C'est l'empire qui est en train d'émerger, pas la Russie. Et pourquoi? C'est facile à comprendre. Au cours des 30 dernières années, la croissance annuelle du PIB. Aux États-Unis, l'économie croît d'environ 2%, peut-être un peu plus, disons généreusement, entre 2 et 3% en moyenne annuelle. La Chine, elle, croît en moyenne entre 6 et 9% par an. Fin de la discussion. Comment se fait-il que la Chine, qui il y a quelques décennies était l'un des pays les plus pauvres du monde, soit devenue le principal rival économique des États-Unis, la nation la plus riche? C'est une histoire, et c'est une histoire un peu similaire à celle de la colonie en Amérique du Nord, qui a commencé comme un territoire dédié au commerce des fourrures pour finir par devenir un nouvel empire, inversant ainsi les rôles entre la Grande-Bretagne et son ancienne colonie. Aujourd'hui, la Grande-Bretagne semble plutôt être une dépendance des États-Unis, ce que n'importe quelle analyse honnête de leurs relations confirmerait sans hésitation. Au Royaume-Uni, l'une des blagues les plus fréquentes est que lorsque les États-Unis disent à la Grande-Bretagne de faire quelque chose, la réponse britannique est toujours « à quelle hauteur ?» C'est ainsi que fonctionnent leurs relations. La Chine a dépassé les États-Unis dans de nombreux secteurs, surtout dans les technologies de pointe. Regarde les jeunes d'aujourd'hui. Ils utilisent tous TikTok, un réseau social chinois. Qu'est-ce que cela signifie? Que les États-Unis sont déconcertés et ne savent pas comment réagir. Pendant des années, ils ont refusé d'accepter la réalité parce que reconnaître la montée en puissance de la Chine impliquerait de faire face à des changements profonds, ce qui était un sujet tabou. Finalement, les États-Unis ont pris conscience, mais au lieu d'apprendre de leur histoire, ils ont choisi la confrontation. Ils ont essayé de freiner, voire de renverser cette avancée, exactement comme l'avait fait la Grande-Bretagne à son époque. L'ancien président Trump a déclaré une guerre commerciale contre la Chine, imposant sanctions et droits de douane pour tenter de stopper sa progression. Mais tout cela a été vain, un échec complet. Aujourd'hui, nous sommes en conflit ouvert. Les États-Unis et leurs alliés affrontent l'allié principal de la Chine, la Russie. Voilà ce qui se passe réellement en Ukraine. Cela n'a absolument rien à voir avec la tragédie du peuple ukrainien. Il se trouve simplement au mauvais endroit, au mauvais moment. Tout le reste est de la pure propagande des deux côtés. L'objectif est d'affaiblir la Russie, partenaire stratégique de la Chine. Au début de la guerre, Biden a prédit que la Russie ne tiendrait pas quelques semaines face à la coalition de pays, d'armes et de ressources de l'Occident. Il a parlé de la mère de toutes les sanctions,
la plus grande offensive économique jamais lancée. On disait que le rouble s'effondrerait et que l'économie russe s'écroulerait. Mais rien de tout cela ne s'est produit. L'économie russe, qui fonctionnait assez bien, a connu un coup d'arrêt initial, mais elle s'est rapidement redressée presque complètement. Pourquoi? Parce que les sanctions ont surtout touché l'achat de pétrole et de gaz, qui sont le pilier économique de la Russie. L'Europe avait promis de ne plus acheter, ce qui aurait paralysé la Russie. Mais le pays a trouvé d'autres marchés. Ce n'est pas une histoire compliquée. La Chine a augmenté ses achats, l'Inde aussi. L'Arabie saoudite réorganise son économie et le Pakistan signe des accords importants avec la Chine et la Russie. La domination mondiale des États-Unis est en train de s'effacer. Cela se passe sous tes yeux. À l'ONU, la majorité des pays n'ont pas soutenu la position américaine sur l'Ukraine. Ils ont voté en faveur de la Russie, se sont abstenus ou ont simplement refusé de participer. C'est un fait. Mais tu vis dans un environnement qui a besoin de nier cette réalité. Les divisions sociales empirent chaque jour car elles reposent sur une réalité immuable. Les inégalités continuent de croître. Pendant que je te parle, les entreprises s'efforcent toujours d'échapper à l'impôt, tandis que la majorité des gens subit une crise invisible. L'inflation reste élevée et les prix augmentent presque 2 fois plus vite que les salaires. Cela détruit la classe ouvrière. Une hausse des prix 2 fois supérieure à celle des salaires est insoutenable et conduit inévitablement à des explosions sociales. Et ces explosions se manifestent dans notre pays. Comment? Par la violence, le ressentiment, la haine et la politique du bouc émissaire. Comment expliquer autrement des idées absurdes qui deviennent sérieuses? Ce pays, les États-Unis, compte 330 millions d'habitants. Le chiffre le plus élevé que j'ai vu concernant les immigrants sans papier est de 10 millions. Il est impossible que 10 millions des personnes les plus pauvres, des immigrés d'Amérique centrale, soient responsables des difficultés économiques d'un pays de cette taille. C'est une absurdité, tellement ridicule qu'aucun enfant en bas âge ne pourrait l'imaginer. Ils sont désespérés. Je sais que tu traverses des moments difficiles et que tu as sans aucun doute le droit de ressentir de la colère et de la frustration. Il n'y a aucun doute là-dessus. Tu as été négativement affecté par ce système. Pendant des décennies, on t'a fait croire qu'un avenir très différent t'attendait. Mais en réalité, on te frappe, on t'humilie et on te prive, sans qu'il semble y avoir de solution proche. Je travaille à l'université et je suis constamment entouré de jeunes de 18, 19 ans, certains dans leur début de vingtaine. Ils ne sont pas satisfaits. Cette génération ne voit pas de bons emplois, ni d'avenir prometteur, ni de réelles opportunités. Leurs parents et la culture leur ont fait croire à des attentes qu'ils savent maintenant ne pas pouvoir atteindre. Et eux aussi veulent des réponses claires. Le dernier sondage Gallup montre que la majorité des Américains de moins de 35 ans, lorsqu'on leur demande s'ils préféreraient vivre dans un système capitaliste ou socialiste, choisissent majoritairement le socialisme. Après plus de 50 ans de pression idéologique contre toute idée sociale, dont je suis moi-même le produit, il est surprenant de voir un tel changement d'opinion. En discutant avec les étudiants, je constate rapidement que ce sondage est exact, mais ce n'est pas parce qu'ils aiment vraiment le socialisme. Souvent, ils ne savent même pas ce que c'est exactement. Ce qu'ils expriment avec leur vote, c'est leur colère contre le capitalisme, car ils savent que ce système ne les favorise pas. Essayons le socialisme, disent-ils, mais ce n'est pas qu'ils préfèrent le socialisme, c'est qu'ils rejettent le capitalisme. Il faut accepter cela et en tirer des conclusions. Je n'invente pas ces chiffres. Tu ne peux pas finir d'entendre cela en pensant que tout va bien dans cet empire. Mais il y a encore plus. On accuse maintenant la Russie. On dit que la Russie a envahi. Dans ma famille et dans ma vie personnelle, j'ai souffert des conséquences de la guerre. Je suis fermement contre la guerre. Ce n'est pas une solution au conflit. Les Russes auraient pu agir autrement. Ils auraient dû, je comprends cela. Mais comme dans toute guerre, il faut se demander pourquoi on en est arrivé là. La Russie a autant souffert des guerres que n'importe quel autre pays au cours du siècle dernier. Ils n'entrent pas dans un conflit facilement ou impulsivement. Ils ne sont pas comme les États-Unis, qui n'ont pas eu de guerre sur leur territoire durant cette période.
Les 2 guerres mondiales ont tué plus de Russes que dans tout autre pays. Ils le savent très bien. Alors, il faut se demander pourquoi. Nous ne le faisons pas. Permets-moi de finir avec un sujet militaire. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont envahi à plusieurs reprises de petits pays, violant les normes et l'ordre international fondé sur des règles. Ils ont envahi la Corée, le Vietnam, l'Irak, l'Afghanistan. Ils ont perdu toutes ces guerres. Ils ont perdu Corée, Vietnam, toutes. Le Parti communiste vietnamien a pris le contrôle du pays. Les talibans ont fait de même en Afghanistan. Je pourrais continuer. Ils ont toujours perdu. Si tu regardes la ligne de front entre la Russie et l'Ukraine, elle s'est déplacée vers l'ouest. Il n'y a aucun doute sur qui avance et qui recule. Seuls ceux qui refusent d'accepter la réalité pensent le contraire. Je ne te demande pas de soutenir un camp ou un autre dans cette guerre, ni d'approuver la Chine ou son système. Je te demande seulement, et c'est quelque chose que je répète dans toutes mes conférences, de regarder la réalité qui se trouve devant toi. N'aie pas peur. Le vrai danger, c'est de nier ce qui se passe, pas de l'affronter. Si nous le faisons, nous pouvons tirer une leçon de l'Empire britannique, après 2 tentatives ratées de forcer militairement les États-Unis à revenir dans leur empire. Ils ont abandonné et choisi d'établir une relation avec les États-Unis, qui, bien que imparfaite, a été efficace. La plus grande hésitation est intervenue pendant la guerre de sécession américaine, lorsque la Grande-Bretagne a sérieusement envisagé de soutenir le Sud. Elle ne l'a pas fait, mais c'était proche. Puis, quand elle a vu qui avait gagné, elle s'est alignée avec le vainqueur, un geste très courageux après la guerre. Peut-être devons-nous apprendre à coexister avec la République populaire de Chine. Elle a des qualités dont nous pourrions apprendre, tout comme elle pourrait apprendre des États-Unis. Ce serait une meilleure stratégie que celle d'aujourd'hui. La 7e flotte américaine est présente en mer de Chine méridionale. Il n'y a pas de flotte chinoise à notre frontière. C'est nous qui y sommes, à les menacer. Cela a toujours été ainsi. Ce pays est devenu un concurrent économique redoutable. Son influence politique mondiale est impressionnante et sa population est 4 fois la nôtre. Maintenant, alliés à l'Inde, nous parlons des 2 pays les plus peuplés du monde. Nous devons accepter cette réalité, car l'idée de les vaincre dans une guerre, un conflit où tout le monde perd, n'est pas une option, à moins d'être fou. Il est temps de cesser de nier et d'affronter ce qui se passe, sinon nous nous enliserons dans un problème après l'autre. Qui va agir? Les entreprises qui profitent du système. Peu probable, les riches qui sont devenus plus riches ces 40 dernières années. Peu probable qu'ils remettent en question le système qui les a favorisés. Tu sais qui pourrait le faire? Les masses, les travailleurs de cette culture, ou si tu préfères, la classe ouvrière, car ce sont eux qui risquent tout. Ce sont eux les soldats et les contribuables qui maintiennent le système. C'est probablement pour cela que la négation l'emporte sur une confrontation honnête avec notre réalité. Marx disait qu'au final, la classe capitaliste se détruira elle-même. La question pour nous tous est, allons-nous permettre à ce système de nous entraîner avec lui? Si la Chine possède 800 milliards de dollars de la dette américaine, ce qui est vrai, alors les États-Unis, en tant que débiteurs, doivent payer des intérêts, ce qui signifie que toi, moi et tout le monde payons des impôts qui vont à Washington, mais qui ne servent pas à financer nos routes, écoles ou hôpitaux. Cet argent est envoyé à Pékin pour payer les intérêts de cette dette, argent que la Chine utilise pour développer l'armée rouge. Tu comprends? Tout cela doit se faire dans l'ombre, car si les Américains comprenaient cela, ils réaliseraient que, en réalité, tout est complètement différent. Voilà la réalité économique du capitalisme.